Le 26 avril 1986 semblait être une soirée printanière tout à fait normale à Pripyat. Les habitants de la ville, dont beaucoup travaillaient dans la centrale nucléaire voisine de Tchernobyl, profitaient de la douceur de la nuit. Des enfants jouaient dans les rues, et les sons d'une radio s'échappèrent d'une fenêtre ouverte. Personne ne soupçonnait que cette soirée serait la dernière passée dans leur ville natale. Vers 1h23 du matin, le calme fut brisé par une détonation retentissante. Dans le bloc 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl, une explosion avait soufflé le bâtiment massif du réacteur, libérant un nuage radioactif qui allait bientôt atteindre une grande partie de l'Europe. Anatoly Grigorievitch, un jeune ingénieur travaillant dans la salle de contrôle, resta figé devant les lumières clignotantes et les sirènes assourdissantes. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il, avant que les paroles de son supérieur ne le tirent de sa stupeur. Le réacteur 4 est détruit. Alors que les ouvriers tentaient de mesurer l'ampleur de la catastrophe, les habitants de Pripyat dormaient, inconscients de ce qui se passait. La radiation était invisible, inodore et insidieuse. Elle imprégnait l'air, le sol et l'eau. Katia Petrova, une jeune mère, se réveilla aux premières heures du matin, troublée par une étrange sensation dans l'air. En regardant par la fenêtre, elle remarqua une lueur rougeâtre anormale au-dessus de la centrale. Son mari, un technicien de la centrale, était de service cette nuit-là. Elle ressentit une inquiétude croissante qu'elle ne pouvait chasser. Au matin, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Un accident s'était produit, mais les autorités assuraient que tout était sous contrôle. Les habitants vaquaient à leurs occupations, beaucoup se rassemblant curieusement dans les rues pour observer l'épaisse fumée noire qui s'échappait de la centrale. Les enfants continuaient à jouer dehors, ignorant le danger invisible qui les menaçait. Mais la réalité était bien différente. Le niveau de radiation était des milliers de fois supérieur à la normale. Dans les hôpitaux, les premiers ouvriers ayant été exposés dans la nuit étaient admis. Leur visage était un napalm, leur peau portait des brûlures, et ils se plaignaient de douleurs insoutenables. Les médecins, désemparés, traitaient dans les symptômes sans comprendre pleinement la cause qui les dépassait. Dans l'après-midi, la décision fut prise d'évacuer Pripyat. Des haut-parleurs parcouraient les rues, exhortant les habitants à emporter le strict nécessaire. On leur assurait qu'ils pourraient revenir dans quelques jours. Katia rassembla rapidement des vêtements pour sa fille Nadia et elle-même. Son mari n'était toujours pas revenu, et l'incertitude pesait lourdement sur elle. En chemin vers le point de rassemblement, Nadia remarqua un petit chien au pelage, emmêlé, errant dans les rues. « Maman, peut-on l'emmener » demanda-t-elle. Katia voulut refuser, mais elle regarda l'animal et ne put dire non. Le chien, que Nadia appela plus tard Shura, devint membre de la famille. L'évacuation fut chaotique. Les gens se pressaient dans les bus mis à disposition, beaucoup pleurant en quittant leur maison. C'était un départ marqué par l'incertitude. Katia tenait fermement Nadia et Shura dans ses bras, alors qu'elles étaient assises à leur place, dans le bus, regardant par la fenêtre la ville qu'elles laissèrent derrière elles. Le soleil se couchait, baignant Pripyat d'une lumière dorée et chaleureuse, en contraste cruel avec les événements sombres qui se déroulaient. Les jours et semaines suivants furent marqués par la confusion et la peur. Les habitants de Pripyat furent logés dans des abris temporaires et la nouvelle de la catastrophe se répandit peu à peu dans le monde entier. Mais pour Katia et Nadia, la plus grande inquiétude restait le sort de leur mari et père, portés disparus depuis la nuit de l'explosion. Pendant ce temps, dans la zone d'exclusion qui s'étendait autour de la centrale, une transformation inattendue commençait. Les rues de Pripyat devinrent silencieuses, les bâtiments restèrent vides. Mais la nature commença à reprendre ses droits. Des herbes et des fleurs jaillirent des fissures dans le bitume, et les premiers animaux osèrent revenir dans les zones abandonnées. C'était le début d'une renaissance imprévue qui révélerait l'ampleur réelle de la catastrophe dans les années à venir. L'évacuation de Pripyat et des villages environnants laissa un vide spectral, bientôt comblé par la nature. Les humains n'étaient pas partis, mais la vie trouva des moyens de revenir. Ce qui aurait dû apparaître comme un désert contaminé et abandonné devint, au fil des années, un refuge inattendu pour la flore et la faune. 30 ans après la catastrophe, la docteure Elena Markova, biologiste passionnée par les animaux sauvages, pénétra dans la zone d'exclusion. Son objectif était d'étudier les effets de la radiation sur la faune et de documenter comment l'absence de l'homme avait transformé l'écosystème. Accompagnée de son équipe,
composée de Sergueï, un zoologiste expérimenté, et Natalia, une jeune chercheuse ambitieuse. Elle entra dans cette zone unique et inquiétante. Les premières impressions de la zone étaient saisissantes. La nature avait envahi les bâtiments et les rues abandonnées. Des arbres poussaient à travers des fenêtres brisées et des lianes sauvages enlaçaient les ruines de Pripyat comme un linceul vert. L'air était silencieux, troublé seulement par le chant occasionnel d'un oiseau ou le bruissement des feuilles sous le vent. Dès leur premier jour, l'équipe découvrit des empreintes fraîches de loups dans la terre humide. « Ils sont ici », dit Sergueï avec des yeux brillants. « Une meute a dû s'établir dans les environs. » Elena hocha la tête pensive. « Nous devrions installer des caméras dans la zone, » répondit-elle, « pour suivre leur déplacement. » Dans les jours suivants, l'équipe explora la zone et installa des caméras à détecteur de mouvement à des points stratégiques. Leurs efforts furent rapidement récompensés. Les enregistrements montrèrent des sangliers, des cerfs et même un lynx boréal se déplaçant gracieusement dans la forêt. Natalia fut particulièrement ravie de l'apparition du lynx. « Cela fait des décennies qu'il n'a pas été vu ici, dit-elle. C'est une découverte incroyable. » L'une des trouvailles les plus excitantes fut un troupeau de chevaux de Przewalski galopant librement dans la zone. Ces chevaux sauvages, autrefois menacés d'extinction, avaient trouvé ici un habitat sûr. C'est comme si la nature avait revendiqué cet endroit comme son propre refuge, dit Elena, fascinée. Cependant, la zone avait aussi ses côtés sombres. L'équipe tomba sur des zones fortement irradiées où les plantes étaient déformées et les arbres étrangement courbés. La radiation a laissé des traces, remarqua Sergueï, mais elle n'a pas empêché la nature de revenir. Une nuit, alors que l'équipe campait dans un abri sécurisé à la lisière de la zone, le hurlement d'une meute de loups résonna. C'était un son perçant qui brisait le silence et offrait en même temps une sorte de réconfort. Preuve que la vie continuait ici. Elena, assise près du feu de camp, consignait ses pensées dans un journal. « La zone est un paradoxe », écrivit-elle. Un lieu de destruction et de vie, de deuil et d'espoir. Au cours des semaines suivantes, l'équipe recueillit davantage de données et observa comment les animaux s'étaient adaptés à leur environnement. Un loup en particulier, qu'ils surnommèrent « fantôme », attira leur attention. Il était le chef d'une meute et semblait parcourir la zone avec une intelligence presque surnaturelle. « Il est comme un symbole de la résilience de la nature », dit Natalia en utilisant un drone pour suivre le loup et sa meute. Le travail de l'équipe attira l'attention internationale. Leurs rapports et images montraient une résilience de la vie presque inimaginable et suscitaient des discussions sur l'impact de l'homme sur l'environnement. L'absence d'humains a eu un impact plus profond que la présence de la radiation, expliqua Elena lors d'une de ses conférences. Cela devrait nous faire réfléchir. À la fin de leur expédition, les chercheurs n'avaient pas seulement recueilli des données scientifiques, mais aussi développé un lien profond avec ce lieu unique. La zone de Tchernobyl, aussi étrange qu'elle fût, possédait quelque chose de intemporel et presque sacré. Elena savait qu'elle reviendrait ici encore et encore pour en apprendre davantage sur cet endroit et ses incroyables habitants. Pour la 3e année consécutive, la docteure Elena Markova retourna dans la zone de Tchernobyl pour documenter la faune et la flore remarquables de ce lieu unique. Mais cette fois-ci, ses recherches allaient prendre une tournure inattendue. La zone, aussi calme et préservée qu'elle puisse paraître, n'était pas exempte de danger. Ces derniers mois, les signalements de braconniers pénétrant dans la région pour chasser des animaux rares s'étaient multipliés. Les chevaux de Przewalski et le lynx boréal étaient particulièrement menacés. Elena et son équipe, composée de Sergueï, Natalia et du garde forestier expérimenté Dima, décidèrent non seulement de collecter des données, mais aussi de documenter les activités des braconniers. Ensemble, ils s'enfoncèrent plus profondément dans la zone, équipés de caméras, de dispositifs de vision nocturne et animés par une détermination sans faille à protéger les animaux. Au bout de quelques jours, ils remarquèrent des traces indiquant des activités humaines, des mégots de cigarettes encore frais, des sentiers piétinés, et même un piège abandonné destiné à de grands animaux. « Ils sont déjà passés par ici », dit Dima d'un ton grave, « mais ils reviendront. » Une préoccupation particulière concernait le fantôme, un grand loup gris qui dirigeait la meute de cette région. Elena l'avait observé à plusieurs reprises au fil des années et admirait son intelligence et sa force.
Il était devenu un symbole de la résilience de la nature, mais aussi une cible pour les braconniers, fascinés par sa taille et son élégance. Un après-midi, l'équipe aperçut le fantôme et sa meute traversant une clairière. Les loups semblaient mal vigilants, comme s'ils pressentaient un danger. Elena observa, fascinée, tandis que le fantôme s'arrêtait, le museau levé, flairant l'air, avant de pousser un grondement profond qui immobilisa sa meute. « Il sait que nous ne sommes pas seuls », murmura-t-elle. Ce soir-là, ils entendirent au loin le craquement étouffé de branches. Grâce à leur dispositif de vision nocturne, ils distinguèrent un groupe d'hommes progressant à travers les sous-bois. Ils étaient armés de fusils et portaient un équipement clairement destiné à la chasse. « Ce sont eux », murmura Dima. « Les braconniers. » L'équipe retint son souffle en observant les hommes installer des pièges avant de se diriger vers la clairière où la meute avait été vue pour la dernière fois. Elena savait qu'il devait agir. Elle décida d'avertir les loups. Avec un léger sifflement, elle alerta le fantôme, qui se trouvait à proximité. Le loup releva la tête, ses yeux jaunes brillant dans l'obscurité, puis il poussa un hurlement perçant. Sa meute se joignit à lui, et le concert inquiétant résonna à travers les arbres. Les braconniers s'immobilisèrent brusquement. « Qu'est-ce que c'était » entendit Elena l'un d'eux murmurer. « Des loups » répondit un autre, visiblement nerveux. Les hommes semblèrent hésiter, jusqu'à ce que soudain, le fantôme émerge des ombres. Avec son pelage hérissé et ses yeux étincelants, il se dressa dans la lumière de la lune, une apparition imposante, dépourvue de peur. Sa meute le suivit, encerclant silencieusement les hommes. Les braconniers paniquèrent. L'un d'eux leva son fusil, mais avant qu'il ne puisse viser, le fantôme bondit en avant avec des mouvements précis et intimidants. Il atterrit devant l'homme sans l'attaquer, mais poussa un grondement profond et menaçant qui fit tomber le fusil de ses mains. Les autres prirent la fuite, trébuchant et criant, tandis que la meute les poursuivait pour les chasser de la zone. Lorsque le danger fut écarté, le fantôme s'arrêta et se tourna lentement vers Elena. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent, et elle eut le sentiment que le loup la comprenait. « Il nous a sauvés autant que nous l'avons sauvé », murmura Natalia, qui avait filmé la scène avec sa caméra. Dans les jours qui suivirent, l'équipe récupéra les pièges abandonnés et les remit aux autorités. Les enregistrements qu'ils avaient réalisés furent envoyés à des organisations de protection de la nature et déclenchèrent un débat international sur la préservation de la zone de Tchernobyl. Le fantôme et sa meute devinrent des symboles de la puissance indomptable de la nature et de la nécessité de la protéger. Dans un dernier rapport, Elena écrivit « Le fantôme est bien plus qu'un simple animal. Il est le gardien de cette zone, une preuve vivante que la vie peut triompher même dans les moments les plus sombres. Si nous apprenons à le respecter, lui et son monde, nous pourrions peut-être aussi nous sauver nous-mêmes. Le fantôme resta un mystère, un souverain incontesté de la nature sauvage. Mais pour Elena, il était bien plus que cela. Il était une leçon et une inspiration, un témoin silencieux de la capacité de la nature à s'adapter et à renaître lorsque l'homme le lui permet. Et ainsi, elle revenait chaque année pour continuer à écrire l'histoire de ce lieu, une histoire de destruction, de renaissance et d'espoir.